Le petit café du centre-ville bourdonnait de vie en ce matin gris. Dehors, la pluie tambourinait doucement contre les larges vitres, brouillant la vue sur les immeubles et les passants pressés. À l'intérieur, une douce chaleur régnait, mêlant l'arôme riche du café fraîchement moulu à celui, plus discret, du pavé mouillé. Les voix basses des clients se mêlaient au cliquetis des tasses et à l'agitation tranquille du personnel. C'était un matin comme tant d'autres. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Un souffle d'air froid pénétra dans la pièce, faisant frissonner plusieurs clients. Un homme entra, refermant la porte derrière lui. Il semblait avoir une cinquantaine d'années, mais son visage en portait 10 de plus. Sa veste élimée était trempée, goûtant sur le sol carrelé, et ses chaussures usées laissaient derrière elles des empreintes mouillées. Ses cheveux poivre et sel étaient plaqués contre son front par l'humidité, et dans ses yeux se lisait une fatigue profonde, celle des années de lutte silencieuse. Il s'approcha du comptoir avec hésitation, jetant un coup d'œil rapide au menu avant de poser son regard sur le jeune barista. Sa voix, à peine plus qu'un murmure, parvint aux oreilles de ce dernier. « Un café noir, s'il vous plaît. » Le barista pianota sur la caisse enregistreuse pendant que l'homme fouillait dans les poches de son manteau. Ses gestes devinrent de plus en plus nerveux. Il chercha à l'intérieur de ses vêtements, ses sourcils froncés par l'angoisse. Puis son visage pâlit. Il releva la tête, honteux. « Je suis désolé, balbutia-t-il. J'ai dû oublier mon portefeuille à la maison. Si ça ne vous dérange pas. Je pourrais juste rester ici un moment, jusqu'à ce que la pluie s'arrête ?» Le jeune homme croisa les bras, son expression passant de l'indifférence à une condescendance assumée. « Écoutez, monsieur, » lança-t-il d'une voix forte, attirant les regards de plusieurs clients. « Ce n'est pas un refuge ici. On ne sert pas gratuitement les gens qui n'ont pas de quoi payer. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne restez pas. » Un rire moqueur s'éleva d'une table voisine, où un petit groupe de clients bien habillés savourait leur boisson chaude. « T'as entendu ça ?» dit l'un d'eux. « Il vient au café sans un sou et pense qu'on va le servir comme un roi. » Certains n'ont vraiment aucune honte, ajouta une femme en secouant la tête. Faut croire que même les mendiants veulent devenir connaisseurs de cappuccino, maintenant. L'homme baissa les yeux, ses joues rougissant sous le coup de l'humiliation. Il fit un pas en arrière, prêt à tourner les talons. Mais dans un coin de la salle, quelqu'un observait. Emma, une serveuse de 29 ans, cheveux auburn attachés en queue de cheval négligée, suivait la scène du regard. Son plateau chargé d'assiettes vides en équilibre sur sa main, elle se faufila entre les tables jusqu'au comptoir. D'un geste net, elle déposa le plateau, plongea la main dans la poche de son tablier et en sortit un billet de 5 $ qu'elle posa fermement sur le comptoir. « Ça suffit » dit-elle d'une voix claire, audible de tous. Le barista cligna des yeux, surpris. « Emma, tu fais quoi » lâcha-t-il, moqueur. « Tu n'as pas à payer pour ce gars. Il peut pas juste débarquer ici et s'attendre à ce qu'on le serve gratuitement. » Elle ne détourna pas les yeux. « Je paie son café » affirma-t-elle calmement. « Pas par pitié, mais parce que je sais ce que ça fait d'être jugé quand on n'a pas assez. » Un rire sarcastique fusa du fond de la salle. « Quelle héroïne » ironisa un homme. « Une serveuse en mission de sauvetage. Tu espères peut-être un pourboire, hein ?» Emma fit volte-face et regarda la pièce tout entière. Sa voix, cette fois, résonna avec plus de force encore. « La gentillesse n'est pas une transaction. Ce n'est pas une faiblesse. Ce qui nous diminue vraiment, c'est de rabaisser les autres. » Un silence pesant tomba sur le café. Les murmures s'éteignirent. Les regards autrefois moqueurs se détournèrent. Emma se tourna vers l'homme, lui adressant un sourire doux. « Asseyez-vous, je vous apporte votre café dans un instant. Et ne laissez pas les paroles amères définir votre valeur. » L'homme croisa son regard. Ses yeux, brillants de larmes qu'il contenait, lui rendirent un sourire discret. Il alla s'installer près de la fenêtre, là où la pluie continuait de ruisseler doucement. Emma, quant à elle, prépara son café avec un soin particulier. L'ambiance du café s'était transformée. L'endroit n'était plus simplement un refuge contre la pluie, mais un théâtre silencieux où chacun revoyait ses propres jugements. Personne n'osa croiser le regard d'Emma. Elle, la serveuse discrète, était devenue un symbole d'intégrité. Plus tard, alors qu'elle nettoyait les dernières tables avant de terminer son service, Emma sentit encore le poids des regards sur elle. Personne ne lui parla directement. Mais les silences, les chuchotements, les regards fuyants disaient tout.
Le lendemain matin, son manager, Brian, la convoqua dans son petit bureau au fond du café. La pièce empestait le café brûlé et le désinfectant. « Ferme la porte, dit-il en croisant les bras. Emma obéit sans un mot. « C'est un commerce ici, Emma. Pas ta petite association caritative. » Elle resta calme. « J'ai payé le café, répondit-elle. « Ce n'est pas la question, répliqua-t-il sèchement. Tu as embarrassé ton collègue, tu as mis mal à l'aise les clients. Tu n'as pas à décider qui mérite ou pas d'être servi gratuitement. » Emma le regarda droit dans les yeux. « Non, il s'est embarrassé tout seul, dit-elle posément. Brian se redressa d'un coup, les mâchoires serrées. « Ne me cherche pas, Emma. » Mais elle ne fléchit pas. Sa voix, bien qu'adoucie, restait ferme. « Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste été humaine. Et si ça dérange les gens qu'on traite quelqu'un avec un peu de dignité, alors peut-être qu'ils devraient remettre en question leur propre humanité. » Brian ne répondit pas tout de suite. Il détourna le regard, puis soupira. « Tu peux y aller, dit-il finalement. » Elle quitta le bureau, la tête haute. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que l'homme qu'elle avait aidé ce matin-là n'était pas un sans-abri. Ni un vagabond. C'était un milliardaire. Un homme influent, reclus depuis la mort de sa femme, fatigué par les faux sourires, les opportunistes et les apparences. Ce jour-là, il était venu tester l'âme humaine sous sa forme la plus nue. Et ce qu'il avait vu en Emma avait bouleversé son cœur. Elle n'avait rien fait d'extraordinaire. Elle avait offert un café. Un regard. Une voix. Un espace de dignité. Mais pour lui, c'était plus précieux que tout l'or du monde. Ce n'était pas une question de charité, c'était une question de vérité. Et peut-être, juste peut-être, venait-il de rencontrer celle qui, sans le savoir, allait changer sa vie. Pas pour son argent. Mais pour ce qu'il croyait ne plus jamais trouver, l'amour authentique, pur, et désintéressé. Ici, on sert, on ne fait pas la morale. La voix sèche du chef claqua comme une règle d'école sur le formica. Un souffle de silence s'ensuivit, lourd de vapeur et d'huile chaude, avant qu'Emma n'ose demander, d'un filet de voix. « Je peux y aller ? Dégage. Et n'oublie jamais ta place. Retourne au fourneau, si ça t'amuse. » Dans l'encoignure, Marcy et Josh, perchés devant l'évier, s'étaient tus lorsque la jeune femme avait franchi la porte battante. En la voyant passer, Marcy lâcha, juste assez fort pour heurter. Ça doit être sympa de jouer les saintes quand on partage encore le loyer avec la petite sœur malade. Josh ricanait. Parie qu'elle se croyait l'héroïne d'un conte où le mendiant est milliardaire. Emma ne répondit pas. Elle attrapa son manteau, signa la feuille de sortie et se glissa dehors, dans un crachin qui faisait luire l'asphalte. L'air empestait la pluie tiède, les gaz d'échappement et la fumée des façades. Elle ne se pressa pas, la pièce qu'elle partageait avec Lily n'allait pas s'agrandir parce qu'elle y arrivait plus tôt. Leur appartement, un seul couloir qui faisait aussi salon et cuisine, comptait des murs lézardés où la peinture s'écaillait par plaques. Sous la fenêtre mal isolée, Lily, recroquevillée dans un plaid élimé, grelottait comme une poussinette tombée du nid. Et, ma belle, la voix d'Emma n'était plus qu'un souffle lorsqu'elle effleura le front brûlant de la jeune adolescente. T'es en retard, murmura Lily sans ouvrir complètement les yeux. La pluie m'a retenu, sourit Emma, trempée jusqu'aux genoux. Elle réchauffa un fond de porridge, ajouta une pincée de sel et d'épices, puis glissa le bol tiède entre les mains frigorifiées de sa sœur. Pendant que Lily avalait lentement, Emma ouvrit son portefeuille, 3 maigres dollars, un ticket de métro fripé, une photo fanée de leur mère. Elle contempla ses reliques, repliant lentement le cuir usé avant de le ranger sans un soupir de regret, ni la pluie, ni le café offert à un inconnu humilié, ni les commérages ne parviendraient à entamer cette résolution-là. Lorsque Lily sombra dans un demi-sommeil, Emma resta près de la vitre, suivant les rigoles d'eau qui traçaient sur le carreau des chemins de mercure. Son reflet lui renvoyait un visage pâle, cerné, mais traversé d'une lueur obstinée, une flamme discrète que l'orage intérieur ne parvenait pas à éteindre. Ses pensées l'emmenèrent 15 ans plus tôt, une échoppe de marché, sa mère s'effondrant soudain, la foule qui détourne le regard. Tous, sauf une vieille femme au jupon raccommodé, elle avait tendu une gourde, posé un châle râpé sur les épaules d'Emma. Juste un geste, mais il avait tout façonné, ce jour-là, une enfant avait fait vœu de devenir, à son tour, ce refuge inattendu. Alors, lorsque le vieillard trempé de honte était apparu au café, il n'y avait pas eu de calcul, l'acte s'était imposé comme un souffle.
Peu importait le jugement, ce qui comptait, c'était de rester fidèle à cette promesse scellée dans la poussière d'un souk oublié. Avant d'éteindre la lampe, Emma murmura vers le plafond obscur. Je préfère qu'on se moque de moi parce que j'agis, plutôt qu'on m'applaudisse parce que je me tais. Dans cette pièce nue, où il ne restait rien à donner que sa propre dignité, elle sentit pourtant éclore un calme rare, la paix du juste. 4 jours s'écoulèrent. 4 longues heures supplémentaires, chargées de ragots à demi prononcés, de regards rabattus aussitôt mais qui piquaient plus sûrement qu'une gifle. Emma avait appris à cohabiter avec l'invisibilité, désormais, elle était visible pour un geste qu'elle n'avait pas réclamé, et chaque marche de l'escalier semblait peser du poids de 1000 murmures. Au matin du 5e jour, le café frémissait de son balai quotidien, tasse qui teinte, vapeur sifflante, rire qui flotte comme une chanson populaire. Emma passait d'une table à l'autre, ramassant miettes et assiettes avec la discrète élégance de ceux dont on oublie le nom. Puis la clochette de la porte tinta. Elle ne leva pas tout de suite la tête, absorbée par son plateau, pourtant, l'air changea, comme suspendu. Intriguée, elle se tourna, un homme élancé s'avançait, drapé d'un manteau anthracite et d'un foulard de soie qui semblait voler derrière lui. Cheveux poivre et sel lissés avec soin, chaussures vernies qui effleuraient le plancher, il avait l'allure d'un dirigeant de tour d'acier, pas d'un client ordinaire. Pourtant, quelque chose brillait dans son regard, un éclat familier. Emma se figea, il ne se dirigeait ni vers le comptoir ni vers les vitrines. Il traversa la salle et occupa, sans un mot, la chaise près de la baie, celle où s'était assis, quelques nuits plus tôt, un homme trempé de pluie et d'humiliation. Les jointures d'Emma blanchirent autour du torchon. Elle approcha, le menu serré contre elle, incertaine, devait-elle faire semblant de ne pas reconnaître son visage transfiguré? Ou nommer à haute voix la vérité qui cognait dans sa poitrine? Il leva les yeux avant qu'elle n'ouvre la bouche. « Je ne suis pas venu commander. » Sa voix était douce, presque timide. Elle s'immobilisa. « Je n'ai qu'une question, » reprit-il. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» Emma cligna, troublée. « Je ne pouvais pas rester là, à regarder. Vous ne me connaissiez pas. Vous n'aviez rien à gagner. » Elle déglutit. « Vous ne paraissiez pas quémander une aumône, seulement, on essayait de vous rapetisser, et je connais trop bien cette sensation. » Elle se laissa glisser en face de lui, déposant le menu comme un bouclier inutile. « J'avais 17 ans quand ma mère est tombée au marché, » expliqua-t-elle, la voix un peu rauque. Tout le monde a contourné son corps comme s'il gênait le passage. Sauf une vieille dame, presque plus pauvre que nous, elle a attendu l'ambulance, elle m'a couverte d'un châle. Ce jour-là, j'ai juré de devenir, moi aussi, celle qui reste. Elle esquissa un sourire fragile. Alors, quand je vous ai vu, la promesse a ressurgi. Il ne l'interrompit pas. Son silence n'était pas vide, il ouvrait un espace où les mots prenaient racine. « Vous lisez » demanda-t-il soudain après un temps suspendu. « Des livres » Elle fronça les sourcils. « Oui. »« Plus beaucoup » avoua-t-elle. « J'aimais les récits où des gens ordinaires accomplissent des actes courageux. » Un sourire effleura ses lèvres. « Excellent choix. » Ils parlèrent alors de bouquins, de ruelles cachées d'une ville à l'autre, de musique Bach, Chopin, un brin de jazz. De ces mécanismes obscurs qui rendent les êtres cruels quand ils se sentent impuissants. Il cita des auteurs qu'Emma n'avait jamais feuilletés, elle ne fit pas semblant de les connaître, préférant la curiosité à la feinte érudition. Les minutes glissèrent, puis d'autres encore, jusqu'à ce que le brouhaha du café se résorbe en un simple murmure éloigné. À un moment, Emma rit. Un rire clair, véritable, qu'elle croyait éteint depuis des jours. « Vous n'êtes pas la personne que j'imaginais » avoua-t-elle. « Et que pensiez-vous trouver ?» Quelqu'un venu dire merci puis disparaître. Il baissa un instant le regard avant de le planter de nouveau dans le sien. « Je possède de l'argent depuis longtemps » confessa-t-il. « Mais bien peu de gens m'ont rappelé que j'étais encore humain. Ce jour-là, vous l'avez fait. » Emma n'ajouta rien. Dans le halo tiède de cette fenêtre, il n'était plus serveuse et milliardaire, ni victime et sauveuse, simplement 2 âmes qui se reconnaissaient et cela suffisait. Une semaine jour pour jour après cette conversation, une enveloppe ivoire atterrit dans la boîte rouillée de l'appartement. Aucune adresse d'expéditeur, seulement un lourd carton à l'intérieur, gaufré d'un blason en fil doré que même l'obscurité reconnaissait comme le sceau d'une fortune ancienne. Emma resta un moment à le contempler, doigts tremblants. Elle pensa à Lily, à la peinture qui s'effrite, aux murmures blessants, aux vieux portraits de leur mère. Puis elle inspira,
comme si elle franchissait la frontière entre deux versions d'elle-même, et brisa le cachet. À l'intérieur, une courte lettre calligraphie d'un autre siècle. Vous m'avez offert, en un café pluvieux, plus que la valeur de vos pièces. Vous m'avez rendu la dignité que je croyais perdue. J'organise, vendredi prochain, un dîner où se rencontrent ceux qui croient encore au pouvoir d'un geste simple. J'aimerais que vous y soyez mon invité d'honneur. Une voiture vous attendra à 18h. Aucun dress code, sinon celui de votre authenticité. Merci d'avoir été, ce jour-là, la main tendue. Ah. Emma relut 3 fois, le cœur cognant contre sa cage thoracique comme un oiseau qui sent l'aube. Elle n'avait qu'une robe un peu trop modeste, pas de souvenir de grand dîner, et la voix corrosive de Marcy résonnait encore dans un coin de sa mémoire. Pourtant, une chaleur se diffusa en elle, un étrange mélange d'inquiétude et de joie calme, la certitude qu'elle se tenait à la lisière de quelque chose de vaste. Le soir même, assise près de Lily qui dormait, elle lui glissa la lettre comme un secret à moitié chuchoté. La jeune sœur esquissa un sourire dans son sommeil, et Emma comprit que, pour la première fois depuis longtemps, leur horizon n'était plus borné par le plafonnier jauni de la chambre. Il s'ouvrait vers un salon inconnu, peut-être, ou vers un futur où la bonté ne serait plus un luxe. Avant de fermer les yeux, Emma se souvint de la vieille dame au marché, de l'eau tiède et du châle râpé. Elle mesura, dans un frisson, la trajectoire invisible reliant ces deux gestes du marché poussiéreux à la table élégante qui l'attendait. Une chaîne secrète de bienveillance, chaque maillon tirant le suivant vers la lumière. L'aube n'avait pas encore rincé les trottoirs que l'odeur du café du matin s'élevait déjà de la kitchenette. Emma, les paupières lourdes mais l'âme alerte, se promit, peu importe ce que réserve ce dîner, je ne cesserai pas d'être celle qui reste quand les autres s'éloignent. Car la vraie richesse, elle l'avait compris, ne teintait pas dans une coupe de cristal, elle vibrait dans cet instant précis où l'on choisit la compassion plutôt que la peur. Et tandis que la cité s'éveillait, gris perlé ruisselante, un mince rayon de soleil perça les nuages, venant frapper la carte d'invitation posée sur la table branlante. L'or du blason scintilla comme un rappel, chaque acte de bonté, si petit soit-il, recèle la puissance d'un trésor, à condition qu'on ait le courage de le transmettre. Anne Insley. Un palace 5 étoiles niché au cœur de la ville, habitué à accueillir des chefs d'État, des magnats de l'industrie ou des stars mondialement connues. Certainement pas des serveuses de café modestes venues de quartiers oubliés. Et pourtant, son nom y était inscrit. Emma L. Bennett, invitée de Charles H. et Verlin. Elle avait relu cette carte encore et encore, les lettres imprimées en noir élégant sur un carton ivoire épais, scellé d'un discret cachet doré. La lumière de l'après-midi s'y reflétait comme un secret chuchoté, une promesse suspendue. Elle avait failli ne jamais s'y rendre. Mais la curiosité, entremêlée à une étrange pression dans la poitrine, l'avait poussée à franchir les portes de l'hôtel 3 jours plus tard. Elle portait sa plus belle chemise, la seule à peu près présentable, des chaussures empruntées à sa colocataire, et avait relevé ses cheveux avec des mains tremblantes. Lorsqu'elle traversa les portes tournantes, elle eut la sensation de pénétrer dans un autre univers. Les sols en marbre étincelaient, les lustres déversaient des cascades de lumière, et les clients, habillés avec une aisance indifférente, semblaient marcher dans une bulle d'assurance silencieuse. Elle s'approcha de la réception, sa voix à peine audible. Emma Bennett. Je crois que j'ai un rendez-vous. Le concierge acquiesça, sans surprise, et lui indiqua un salon privé au 21e étage. Monsieur Everlin va vous rejoindre dans un instant. Monsieur Everlin. Dans l'ascenseur, elle restait silencieuse. Son cœur battait à tout rompre. Le salon, à l'arrivée, était aussi somptueux que silencieux. De profonds fauteuils en cuir, une musique jazz flottant doucement depuis des haut-parleurs invisibles, et une baie vitrée qui offrait une vue sur la ville comme depuis le trône d'un palais suspendu dans les nuages. Elle resta debout, près de la fenêtre, ne sachant pas si elle avait le droit, même symbolique, de se trouver dans un tel endroit. La porte s'ouvrit. Elle se retourna. Charles. Mais ce n'était pas l'homme du café. Ce n'était même pas le Charles en costume qu'elle avait aperçu un jour. Celui-ci portait sa prestance comme un habit sur mesure. 2 assistants l'accompagnaient, s'arrêtant à l'entrée. Il entra avec cette autorité rare qui ne cherche pas à se faire remarquer, elle existe, simplement. Emma, dit-il, la voix grave et douce. Merci d'être venue. Elle essaya de sourire, mais sa gorge se nouait. Ce n'est pas vraiment un café du coin. Il fit un geste vers la table près de la fenêtre, dressée avec du thé, des fruits, et un espresso encore fumant. S'il vous plaît, asseyez-vous.
Elle obéit, sans savoir si elle était honorée ou observée. Il s'assit en face d'elle, joignant calmement ses mains. « Je voulais vous parler en personne, dit-il enfin. Car toute autre forme aurait manqué d'honnêteté. » Elle attendit. « Je m'appelle Charles H. Everlin. Je suis le fondateur d'Everlin Holdings. Nous opérons dans 12 pays, principalement dans les infrastructures et les investissements à impact social. » Emma cligna des yeux. Elle ouvrit la bouche, puis la referma sans un mot. « Je ne prétendais pas être quelqu'un d'autre, ajouta-t-il rapidement. Ce matin-là, au café, j'étais habillé simplement, oui. Et je n'ai pas pris mon portefeuille, exprès. J'avais besoin de voir ce que les gens voyaient, lorsqu'ils n'avaient rien à y gagner. » Emma fixa le thé devant elle, comme si le liquide chaud pouvait lui offrir une réponse. « Ma femme est décédée il y a 15 ans, poursuivit-il, la voix plus basse. D'un cancer. Brutal. Nous n'avions pas eu d'enfant. Après sa mort, j'ai arrêté de faire confiance. J'ai cessé de croire que la gentillesse pouvait encore exister. J'ai commencé à voyager incognito. Visiter des villes, des villages, pas seulement pour voir le monde, mais pour voir si le monde avait encore un cœur. » Il la regarda droit dans les yeux. « Ce jour-là, j'ai trouvé quelqu'un. » La gorge d'Emma se serra. Elle ne savait pas si elle devait se sentir flattée ou trahie. « Vous m'avez piégé ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Non, » répondit-il doucement. « Je ne vous ai pas abordé. Je ne vous ai rien demandé. J'ai simplement observé. Et vous avez choisi. » Elle secoua lentement la tête. « Je ne sais pas si je dois me sentir reconnaissante ou manipulée. »« Je comprends, » dit-il avec sincérité. Emma se leva brusquement, sa chaise grinçant sur le tapis épais. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « J'ai passé votre petit test de moralité, et après ? Vous m'écrivez un chèque ? Vous m'offrez un emploi ? Une voiture ? » Charles ne broncha pas. « Je ne vous offre rien, sauf si vous choisissez de m'écouter. » Son souffle était irrégulier. Ses émotions, un tumulte entre choc, colère, curiosité, et une pointe de fascination. Il se leva à son tour, s'avança vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos. « Ce n'était pas un test, Emma, répéta-t-il. C'était une quête. Une recherche de quelque chose que je pensais disparu. Et peut-être, de quelqu'un qui me rappellerait ce que c'est d'être vu. Pas comme un milliardaire. Pas comme un fardeau. Juste, comme un homme. » Elle le regarda, silencieuse. « Je ne veux pas acheter votre gratitude, dit-il encore. Mais j'aimerais savoir, accepteriez-vous de boire un café avec moi, encore une fois ? Sans attente. Sans masque. » Emma le regarda. Non pas le costume sur mesure, le salon luxueux ou la vue éblouissante. Mais ses yeux. Les mêmes yeux, humides de honte, qu'il avait regardés depuis ce vieux manteau, dans ce café, demandant simplement à rester au sec. L'homme devant elle était le même. Et cela, soudain, valait plus que tout le reste. Elle inspira lentement. « Je ne sais pas ce que c'est, » murmura-t-elle. « Ni ce que vous espérez. Mais je sais qui je suis. » Charles se retourna. Il y avait quelque chose dans son regard. Une question silencieuse. « Et qui êtes-vous » demanda-t-il. Elle sourit. Petit. Calme. Honnête. Je suis quelqu'un qui ne l'a pas fait pour être remarqué. Et quelqu'un qui n'a pas peur de tourner les talons, si c'est tout ce qu'il y a à voir. Il hocha la tête, un sourire discret naissant au coin de ses lèvres. C'est ce qui vous rend différente. Et pour la première fois, Emma comprit que ce n'était pas un piège. C'était une invitation. Pas à la richesse, mais à quelque chose de bien plus rare, être vu. Et être reconnu. Non pas pour les apparences qu'on cultive, mais pour les choix qu'on fait, quand personne ne regarde. Elle ne s'attendait pas à recevoir des nouvelles de Charles à nouveau. Elle croyait, au fond d'elle-même, que cette étrange rencontre au sommet d'un hôtel était la fin, ou peut-être le commencement d'un autre genre d'histoire. Ce fut comme une faille dans sa vie ordinaire, une parenthèse douce mais improbable. Un instant suspendu, une fenêtre entr'ouverte sur un monde auquel elle n'aurait jamais cru appartenir. Pourtant, dès le lendemain après-midi, une nouvelle enveloppe glissa sous sa porte. Pas de dorure cette fois, seulement son prénom, Emma, écrit avec soin à l'encre noire. À l'intérieur, une simple note, courte,
mais chargé d'une bienveillance sincère. Emma, je pars à Montréal la semaine prochaine. J'y vais chaque année. Là-bas, tout est plus calme. Plus paisible. J'aimerais que tu viennes. Pas pour les affaires. Pas pour des apparences. Juste pour parler. Pour être là. Pas d'attente, seulement une invitation sincère. Charles. Glissé dans la même enveloppe, un billet de train aller-retour. Elle resta longtemps là, à le tenir entre ses doigts, comme si le papier lui-même pesait des tonnes de décisions non dites. Ce soir-là, dans leur minuscule cuisine au mur jauni par le temps, Emma regardait fixement l'eau qui frémissait dans la casserole de riz. Le bruit de l'ébullition se mêlait à la toux sèche de sa sœur cadette, Lily, recroquevillée sur le canapé, un plaid usé sur les genoux et une tasse de thé tiède entre les mains. « Tu ne dis rien » souffla Lily. Emma esquissa un léger sourire. « C'est rare, non ?» Lily pencha la tête, malicieuse. « Tu penses à lui ?» Emma hocha la tête et se confia. Elle lui raconta l'invitation, le billet, ce que cela avait éveillé en elle comme si une porte s'était ouverte, une qu'elle n'avait jamais osé frapper. « Je ne sais pas si j'ai ma place dans son monde. Et si je fais une bêtise ? Et si ça change l'image que j'ai de moi, ou la sienne de moi ?» Lily la fixa un instant, puis dit une phrase qu'Emma ne devait jamais oublier. « Tu as passé ta vie à faire de la place pour les autres ? Peut-être qu'il est temps de voir ce que ça fait quand quelqu'un en fait pour toi. » Cette nuit-là, Emma ne trouva pas le sommeil. Allongée, elle écoutait la pluie heurter doucement les vitres, les bus ronronnaient en bas dans la rue, et l'horloge murale égrenait les secondes dans le silence. Elle repensait au café, au regard moqueur, au jugement murmuré. Elle pensait aussi aux yeux de Charles, humbles, curieux, profondément humains. Et puis, elle se souvenait des paroles de leur mère, « N'attends pas que la vie vienne te chercher. Parfois, il faut aller la trouver. » À l'aube, sa décision était prise. Elle fit un sac léger, un vieux journal, 2 tenues propres, le roman qu'elle avait abandonné par fatigue, et ce billet de train devenu soudain précieux. Elle laissa à Lily un mot sur le frigo, quelques billets pour l'épicerie, et une étreinte plus longue que d'habitude. Sur le quai, elle attendait, le cœur partagé entre crainte et espoir. Quand le train arriva, ses portes s'ouvrirent dans un souffle discret. Elle monta à bord. Pas vers le luxe. Pas vers une illusion. Vers l'inconnu. Charles l'attendait dans une cabine, seul, assis près de la fenêtre. Aucun garde du corps, aucun protocole. Juste lui, un livre sur les genoux, 2 cafés fumants sur la petite table. Quand elle entra, il leva les yeux et sourit un sourire vrai, dépouillé de toute attente, de toute façade. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit-il doucement. Emma s'assit en face, posant son sac à ses pieds. « Je ne pensais pas non plus. Mais ensuite je me suis souvenu. Que le monde ne change pas si on ne s'y engage pas, » murmura-t-il en hochant la tête. Il poursuivit. « Je n'ai rien à offrir, Emma. Pas de promesses, pas de chemin doré. Je me suis juste dit, peut-être qu'il est temps d'arrêter de marcher seul. » Par la fenêtre, les immeubles s'effaçaient lentement, remplacés par des arbres, des champs, des fragments de nature. Le train avançait au rythme du cœur d'Emma. Elle se tourna vers Charles. Peut-être qu'on avait tous les deux besoin qu'on nous rappelle qu'on peut encore choisir autre chose. Le train les emmena loin de leur routine, non pas liés par le destin, mais par le choix. Emma ne savait pas où ce voyage allait la conduire, mais pour la première fois, elle n'en avait pas peur. Elle ne fuyait ni la pauvreté, ni la douleur, ni même un rêve inaccessible. Elle allait vers quelque chose de vrai. Et cela suffisait. Les jours qui suivirent furent d'une simplicité bouleversante. Pas d'hôtel 5 étoiles, pas de brunch mimosa, pas de luxe étalé. Juste des matins dans de petits villages, des nuits dans des auberges modestes ou des centres communautaires, et des trajets dans la vieille Jeep cabossée de Charles, les cheveux d'Emma jouant dans le vent. Charles ne vivait pas comme le milliardaire que tout le monde croyait connaître. Ils visitèrent des orphelinats à la périphérie de villes oubliées. Les enfants couraient vers lui en criant son prénom, non pas pour des cadeaux, mais parce qu'ils se souvenaient d'eux, de leurs anniversaires, de leurs livres préférés, de leurs blagues secrètes. Ils allèrent dans des centres d'accueil pour anciens toxicomanes. Charles y parlait peu, mais il écoutait comme peu savent le faire. Ils partagèrent des repas dans des maisons construites par ses dons, mais où jamais son nom n'apparaissait. Ils mangeaient des soupes simples, préparées par des mains qui ignoraient que l'homme en face d'eux possédait des tours entières dans les grandes capitales.
Emma observait tout cela, en silence, le cœur en vrac. Une fois, alors qu'il triait des boîtes dans une banque alimentaire du Vermont, elle lui demanda. « Pourquoi ne dis-tu jamais qui tu es ?» Il haussa les épaules. « Parce qu'alors, ils arrêteraient de me parler comme à un être humain. » Partout où ils allaient, elle reconnaissait le même regard en lui, non pas celui qui cherche l'admiration, mais la connexion. Et plus d'une fois, elle surprit son propre reflet, souriant comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Une nuit, dans une cabane nichée en lisière de forêt au Québec, ils s'assirent sur le perron en bois. Les grillons chantaient, l'air sentait le pin et l'humidité de la terre. La lumière d'une lanterne vacillait entre eux. Charles avait préparé du thé à la camomille. Emma s'était levée dans une couverture en laine, les mains serrées autour de sa tasse fumante. Il ne disait rien. Mais tout était là. Le silence s'était installé entre eux, mais ce n'était pas ce mutisme malaisé qui naît lorsqu'on ne sait plus que dire, c'était une respiration commune, un espace tendre où leur cœur battait au même rythme. Dans la lueur dansante de la lanterne, les ombres du refuge de bois semblaient s'enrouler autour d'eux comme pour garder la confidence. Finalement, Charles s'appuya contre le dossier de sa chaise et laissa son regard se perdre vers la forêt obscure. « On m'a souvent offert l'univers, dit-il d'une voix basse, presque lasse. On a tenté de me séduire avec le confort, le pouvoir, même l'amour. » Il marqua une pause, puis tourna vers Emma des yeux où brillait une fatigue ancienne mêlée à une flamme fragile. « Mais je n'ai pas besoin d'une personne qui m'aime seulement. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne les raisons pour lesquelles j'aime ce que j'aime, quelqu'un qui n'a pas besoin d'être ébloui, juste d'être là. » Emma laissa les mots flotter dans l'air. Ils étaient lourds de sincérité, délicats comme une porcelaine qu'on craint de briser. Elle inspira profondément avant de répondre. « Je ne sais pas si je suis cette personne, avoua-t-elle sans détour. Je ne prétends pas comprendre toutes les raisons qui font de toi ce que tu es. » Elle releva doucement le menton, et dans ses yeux se mêlait la lueur de la flamme et celle, plus mystérieuse, de son propre courage retrouvé. « Mais je sais une chose, jamais je ne me suis senti autant moi-même qu'en ta présence. » Charles ne sourit pas, ne triompha pas, il acquiesça intérieurement, comme si ses paroles confirmaient une réponse qu'il ignorait avoir attendue toute sa vie. Ils ne se touchèrent pas, ne s'inclinèrent pas l'un vers l'autre, ce qu'ils partageaient dépassait la proximité physique, c'était une reconnaissance, la résonance subtile de deux âmes que tout semblait opposer mais que leurs cicatrices rendaient soudain compatibles. Cette nuit-là, Emma s'assit près de la fenêtre du chalet. La forêt exhalait une odeur de pin et de terre mouillée. Elle griffonna dans son journal des phrases inachevées, des éclats de vérité, silence, trouvé, vu. Elle referma le carnet, le glissa sous son oreiller comme on garde un trésor, puis murmura dans l'obscurité. « Je n'étais pas venu chercher l'amour, mais peut-être ai-je trébuché sur quelque chose de plus audacieux. » Au dehors, le ciel scintillait, constellé de témoins muets. Ils observaient l'histoire encore en train de s'écrire, une histoire sans grandiloquence ni destin forcé, simplement la rencontre de deux solitudes convaincues d'être irréconciliables, jusqu'à ce qu'elles se découvrent liées par une même écorchure invisible. 3 mois passèrent. 3 mois de matins calmes et de conversations sans hâte, d'écoutes attentives plus que de longs discours. Ils parcoururent les rues grouillantes de Chicago, serrèrent des mains dans les cantines populaires de Houston, risquèrent un pas de danse improvisé dans un centre communautaire de Baltimore. Ils ne voyaient plus le monde du haut d'un pantouse, ils le vivaient au ras du trottoir, là où les rêves portent encore l'odeur du bitume chauffé au soleil et des espoirs obstinés. Emma avait changé, mais pas comme beaucoup l'auraient imaginé. Ses poches n'étaient pas plus remplies, ses vêtements n'étaient pas signés d'une maison de couture, et ses vieilles chaussures étaient toujours éraflées au niveau des orteils. Son journal demeurait gorgé de pensées griffonnées à la hâte, d'angles cornés. Pourtant, quelque chose en elle s'était redressé, une colonne intérieure faite de dignité retrouvée. Elle marchait plus droit, parlait plus posément, et n'éprouvait plus ce besoin brûlant de justifier sa valeur. Charles le remarqua. Un après-midi, alors qu'il revenait d'une visite émouvante dans un refuge pour femmes de Détroit, il demanda à lui parler en tête-à-tête. Ils montèrent sur le toit d'une ancienne église transformée en centre culturel qu'il finançait. Le ciel orangé dessinait la silhouette de la ville en contre-jour. Charles tendit à Emma une chemise cartonnée, sans nœud ni ruban. À l'intérieur, des documents légaux, sobres et nets, l'acte de création du Emma Bennett Opportunity Fund. Elle releva lentement les yeux. « Je veux laisser quelque chose derrière moi », expliqua-t-il d'une voix qui portait la sérénité nouvelle d'un homme parvenu au bout d'une quête. « Mais je ne veux plus que ce soit à mon nom. J'ai assez fait graver ces lettres-là. Je pense à la prochaine jeune femme, celle qui sert des cafés,
qui veille sur sa petite sœur en se croyant invisible. Je veux qu'elle sache que quelqu'un, un jour, l'a vue. Emma resta muette, les doigts frôlant la lisière cartonnée comme on effleure une page sacrée. Charles reprit. Tu n'es pas obligé de le diriger, ni même de t'y impliquer. Mais ce fond existera parce que tu existes. Parce qu'une personne a choisi de voir plus loin que les apparences. Le souffle d'Emma se filant, profond. Je ne trouve pas les mots, murmura-t-elle. Un demi-sourire éclaira le visage de Charles. Tu n'as pas besoin de parler. Mais elle le fit. Elle ferma les paupières une seconde, cherchant à peser chaque syllabe. Je suis honoré, plus que je ne saurais jamais le dire. Pourtant, si tu es d'accord, j'aimerais essayer autre chose. Il hocha la tête, invitant à poursuivre. Je veux construire quelque chose par moi-même. Cela n'a pas besoin de porter mon nom, ni le tien. Je veux partir d'une pierre brute, avec mes mains, pas avec un héritage. Pas parce que je refuse ce que tu offres, mais parce qu'un jour quelqu'un a cru assez en moi pour que je croie enfin en moi-même. Sa voix demeura ferme, lumineuse. Et je veux transmettre cette foi-là aux autres, pas seulement par de l'argent, mais par une présence, une écoute, une épaule. Être là quand personne ne vient. Le silence retomba, doux et dense. Charles contempla cette femme qui, 3 mois plus tôt, tremblait derrière une caisse de café, ciblée par les moqueries. Dans le reflet de ses yeux, il vit soudain la force tranquille d'un phare. Il sourit, non pas surpris, mais enveloppé d'une fierté radieuse, comme s'il avait toujours su que ce moment adviendrait. « Tu l'as déjà fait » dit-il tout bas. Elle le fixa, le milliardaire incognito qui, ce matin-là de pluie, n'était qu'un client sans portefeuille, et qui était devenu son miroir, son mentor, son ami. Il n'y avait pas de mot existant pour leur lien, ni amant, ni partenaire, ni même parent. Quelque chose de plus durable, un accord tacite, une vérité partagée qui se passait de définition. Charles tendit la main et serra doucement la sienne. Peu importe ce que tu entreprendras, je serai toujours dans ton coin. Les larmes d'Emma brillèrent sans tomber. Il n'y avait plus rien à ajouter. Leur histoire n'avait jamais reposé sur des déclarations tonitruantes. Elle s'était bâtie sur de petites décisions, sur la patience, sur le courage de se libérer l'un l'autre non par manque, mais par confiance. Ils demeurèrent là, jusqu'à ce que le soleil bascule derrière la ligne d'horizon, dessinant sur la ville des ombres longues et dorées. Dans cette lumière crépusculaire, les toits semblaient promettre que la gentillesse offerte sans condition finit toujours par tracer un cercle complet, et que parfois, la forme la plus pure de l'amour consiste à laisser l'autre marcher son propre sentier, certain qu'il emporte un morceau de vous à chaque pas. Quand la première goutte de pluie tomba, elle était tiède, presque caressante, comme si le ciel voulait bénir leur choix. La fine ondée s'intensifia, transformant les néons lointains en coulées d'aquarelle. Emma leva le visage, l'eau glissait sur ses joues comme une confirmation silencieuse. À ses côtés, Charles ferma les yeux un instant, inspirant l'odeur de pierre mouillée, de renouveau. Sur la table, la chemise cartonnée resta ouverte, le papier se gondolait déjà sous l'humidité. Mais aucun d'eux ne s'en souciait. Ils savaient qu'au-delà des signatures et des chiffres, la véritable fondation, celle qui durerait, s'était construite dans le secret de leur regard, dans chaque café payé sans condition, dans chaque conversation partagée sous un toit précaire. Elle vivrait dans la démarche droite d'Emma, dans la voix de Charles lorsqu'il parlerait à d'autres jeunes serveuses trop silencieuses, dans la lumière que chacun projetterait désormais vers ceux que le monde refuse de voir. Et tandis que la pluie dessinait sur le béton des cercles concentriques, leur promesse se fit plus claire que jamais, quoi qu'il advienne, ils avanceraient séparément, oui, mais la trace de leur rencontre resterait indélébile, comme un sentier invisible reliant deux cœurs qui avaient découvert, dans une simple tasse de café et un geste inattendu, la force de transformer le monde doucement, patiemment, irréversiblement. Le ciel de fin d'après-midi s'effilochait en nuées d'encre, et la pluie, fine mais têtue, transformait la rue en miroir vacillant. Sous une ombrelle bleu nuit, Emma restait immobile de l'autre côté de la chaussée, les pieds serrés l'un contre l'autre comme pour ancrer ce moment dans le bitume brillant. Devant elle, la vitrine flambant neuve d'un petit café étincelait malgré les gouttes, la peinture encore fraîche paraissait pulser d'une vie qu'elle seule pouvait entendre. C'était bien plus qu'un commerce, c'était le café. Celui où, des années plus tôt, un inconnu trempé jusqu'aux os, fouillant ses poches vides avec honte, avait cru devoir rebrousser chemin avant qu'Emma, simple serveuse, ne glisse un billet de 5 $ dans la main du caissier. Ce geste minuscule avait réécrit leur histoire à tous les deux, aujourd'hui, les contours de ce passé prenaient la forme d'un avenir partagé. Elle avait tout reconstruit à partir de rien.
Les murs, lessivés de leurs vieilles couches ternes, avaient été repeints d'un blanc chaleureux qui captait la moindre lueur. Le parquet, poncé, revernissé, dégageait un parfum subtil de bois neuf se mêlant à celui du café fraîchement moulu. Des amis, des bénévoles, des inconnus touchés par son projet étaient venus armés de pinceaux et d'un sourire, comme s'ils savaient que chaque coup de rouleau équivalait à semer une graine d'espérance. Un don anonyme avait réglé l'installation d'un éclairage tamisé qui invitait naturellement à parler plus bas, comme dans une bibliothèque du cœur. Gravée en lettres délicates sous le logo de la façade, une devise résumait la philosophie des lieux, nul ne devrait avoir à mériter la bienveillance. À l'intérieur, tout vibrait doucement. Les ampoules à filaments diffusaient un halo doré sur les étagères chargées de romans et de recueils de poésie offerts par les habitants du quartier. Une musique de jazz, si douce qu'on la sentait plus qu'on ne l'entendait, glissait entre les tables rondes. Au lieu d'un menu et de tarifs, un grand tableau ardoise annonçait « Votre premier café est pour nous, le deuxième, si vous le pouvez, et pour quelqu'un d'autre ». La logique, ici, n'était pas celle du profit mais celle du don contagieux. Dans le coin gauche attendait un piano droit, héritage d'une voisine mélomane, impatiemment silencieux avant le passage du trio qui viendrait animer l'après-midi. Chaque table portait un nom calligraphié à la main, Espérance, Confiance, Commencer. Emma s'adossa à la baie vitrée et observa la marée humaine qui, à flux continu, remplissait l'espace. Une infirmière au visage creusé de fatigue savourait sa première gorgée depuis la fin d'une garde de 24 heures. Un livreur, casque encore sur la tête, réchauffait ses doigts autour d'un chocolat brûlant. Une mère exsangue et ses 2 enfants riaient d'un petit rien, se laissant bercer par la sensation qu'ici personne ne surveillait la durée de leur halte. Chaque arrivant semblait déposer sur le pas de la porte un fardeau invisible et repartir un peu plus léger. Soudain, le battant s'ouvrit, laissant entrer une bourrasque et un vieil homme voûté. Son manteau dégoulinait, ses chaussures laissaient des empreintes sombres. Ses mains tremblaient quand il retint la porte derrière lui, comme s'il s'excusait déjà d'exister. Un jeune barista, sans méchanceté mais prisonnier de réflexes commerciaux, s'avança. « Monsieur, cet espace est réservé aux clients, si vous n'avez pas. » Il n'eut pas le temps d'achever. Emma traversa la salle, posa une main apaisante sur l'épaule du garçon. « Tout va bien, murmura-t-elle. Puis, se tournant vers l'inconnu. « Un siège près de la fenêtre vous conviendrait-il » L'homme hocha la tête avec un sourire timide, presque étonné d'être accueilli sans condition. « Et qu'aimeriez-vous » Quelque chose de chaud, souffla-t-il. Simplement m'asseoir un moment. La matinée a été si longue. Le regard d'Emma se fit plus doux encore. Alors prolongeons-la d'un peu de paix. Ici, dit-elle en désignant le tableau, le premier café est toujours offert. Sans question, sans honte. Le barista inclina la tête, leçon comprise. Tandis qu'Emma regagnait le comptoir pour préparer un latte parfumé à la cannelle, un mouvement à l'extérieur attira son attention. De l'autre côté de la rue, sous un parapluie noir, se tenait Charles. Son long manteau d'un gris sobre était relevé au col, l'eau de pluie perlait sur la toile imperméable. Son visage demeurait impassible, mais ses yeux, eux, semblaient sourire. Il ne fit ni signe ni pas vers l'entrée, il resta simplement là, témoin silencieux. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre, et un courant muet circula entre eux, gratitude, adieu, promesse. Il inclina légèrement la tête, un consentement discret, avant de disparaître dans le rideau de pluie. Le soir venu, pour l'ouverture officieuse, chaque chaise était occupée. Des guirlandes de papier découpé lançaient des ombres dansantes sur les murs, les conversations se tressaient en une mélodie d'allégresse retenue. Emma se posta près du piano, un micro entre les doigts et une tasse fumante dans l'autre main. Elle balaya la salle du regard, consciente de la fragilité superbe de cette unité éphémère. Il y a des années, commença-t-elle, j'ai payé le café d'un inconnu. Je ne savais pas qui il était. Je voyais seulement quelqu'un qu'on rapetissait parce qu'il n'avait pas 5 $ dans sa poche, et je ne pouvais pas détourner le regard. Elle inspira, laissant le silence s'alourdir juste ce qu'il faut pour que chacun sente peser le prix d'un geste. Ce billet, poursuivit-elle, m'a coûté 5 $. Mais il m'a offert un autre regard sur la vie. J'imaginais aider un homme perdu, en réalité, il m'a aidé à trouver la version de moi-même que je n'osais pas rêver. Quelques têtes acquiescèrent, d'autres yeux se mouillèrent dans la pénombre. Ce café n'existe pas pour vendre du café, dit-elle plus doucement. Il existe pour offrir une présence. Pour se tenir debout quand personne d'autre ne le fait. Sa voix se fit presque confidentielle. Un homme m'a appris un jour que la bonté n'a pas besoin d'être mémorisée, elle a simplement besoin d'être continuée.
C'est ce que nous faisons ici, une tasse après l'autre. Elle sourit, et cette joie contenue devint contagieuse, traversant la salle comme un souffle chaud. Certaines formes d'amour n'ont pas besoin de romance, conclut-elle. Certaines vies changent grâce à un simple geste et au courage de le signifier vraiment. Applaudissements. Le saxophoniste du trio entama un blues feutré qui faisait vibrer les verres. Dans la pénombre du fond, on tendit une tasse brûlante à quelqu'un qui ne savait pas qu'il en avait si urgent besoin jusqu'à ce que la chaleur lui envahisse les paumes. Le cercle, déjà, se reformait, la bonté se perpétuait sans manifeste, comme une eau de source qui trouve sa voie. Lorsque les invités quittèrent les lieux, le soir était depuis longtemps tombé. Les lampadaires projetaient des halos laiteux sur l'asphalte encore humide, et Emma, restée seule, promena le regard sur son royaume fragile. Les chaises repoussées, les serviettes froissées, les traces de pas composaient un poème silencieux célébrant l'humanité ordinaire. Elle pensa à Charles, à son salut muet, à cette reconnaissance de loin qui valait plus que n'importe quel ruban inaugural. Elle se souvint surtout du vieil homme, comment ses épaules s'étaient redressées après la première gorgée, comme si la chaleur du breuvage avait rallumé au fond de ses yeux une veilleuse qu'on croyait éteinte. Emma n'avait pas cherché le miracle, elle ne courait ni après la fortune ni après les titres. Elle avait simplement choisi de prêter attention, un matin pluvieux, lorsqu'aucune autre main ne semblait se tendre. Parfois, songea-t-elle, c'est tout ce qu'il faut pour bouleverser deux existences, un billet que l'on tend sans calcul, une porte qu'on refuse de fermer, un sourire qui ne questionne pas le mérite. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé la puissance tranquille de la compassion, emportez-la avec vous. Répétez-la, réinventez-la. Aucun d'entre nous n'a besoin d'être un héros pour changer le cours d'une journée, il suffit de verser la première tasse, de planter la première graine, de faire durer un peu plus longtemps le matin d'un inconnu. Chaque petite flamme entretient la grande lumière et au bout du compte, c'est cela, être vraiment humain. À bientôt, là où une autre âme attend d'être vue, entendue, embrassée par le simple courage d'un geste.